avec les documents. C'est vrai que ça permet de... لبنان في لبنان في المركز الفرنسي بيروت فوق بعد Attention. Mesdames et messieurs, merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Le débat va commencer. Juste une petite annonce pour vous dire que une sélection de livres des intervenants sont en vente à la librairie de Lima au rez-de-chaussée. Donc n'hésitez pas, il y a toute une table avec les publications des uns et des autres. Donc nous allons commencer dans quelques secondes. مرحبا جميعا. أرحب بكم في الجلسة السابعة اليوم عن العلوم الإنسانية العربية أو علم الإناثة العربي، علم الأنثروبولوجيا. أنا اسمي لميا مغنية وأنا أعمل في حقل الأنثروبولوجيا الطبية، أبحث في تشكلات السياسية والتشكلات الاجتماعية للطب النفسي في لبنان وتونس. وأنا أيضاً عضو مؤسس لمجموعة الإثنوغرافيا والمعرفة في المنطقة العربية، وهي مجموعة عمل تابعة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. وسأدير هذا النقاش وهذه الجلسة اليوم. نناقش في هذه الجلسة حال الأنثروبولوجيا في المنطقة العربية، وما هي الإشكاليات المعرفية التي ينتجها الباحثين والباحثات اليوم في هذا. Par les chercheurs dans ce domaine, et l'anthropologie a subi des changements radicaux qui l'ont libéré des savoirs et des connaissances coloniales et l'a fait ou l'a mise sous le télescope de la critique. L'héritage en fait partie et nous l'avons abordé lors d'une session hier. Nous allons également aborder ce point aujourd'hui. Dans la zone arabe, les questions de recherche sont différentes en matière d'anthropologie. Et il y a des engagements épistémiques différents et ils se distinguent que l'on se trouve en Afrique du Nord ou si on se trouve au Levant, au pays de Cham, pour différentes raisons. Mais je pourrais dire que nous constatons un intérêt général croissant pour la méthodologie anthropologique, anthropographique, qui relève donc de la médecine, de la santé, les études aussi sur l'État, l'autorité, la guerre, ainsi de suite. Et donc l'anthropologie aujourd'hui et la méthodologie anthropologique ethnographique dans la zone arabe apparaît aujourd'hui comme une approche analytique alternative, mais aussi comme un paradigme d'écriture différent. Et cela nous permet de rédiger épistémique et de manière différente. Et il y a désormais un espace pour que nous puissions innover d'une certaine manière. Et la méthodologie et l'anthropologie aujourd'hui sont des méthodes de théorisation qui nous permettent d'étudier la situation dans notre région. Et nous pouvons préparer donc le futur et notamment les crises à venir ou qui ne sont pas connues ou les temps durs à l'instar des moments que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être l'anthropologie va nous permettre de comprendre ou de produire de la connaissance qui est relative au temps de génocide
ce sont des moments peut-être sur lesquels nous ne pouvons pas théoriser immédiatement ou dans l'instant T. On ne sait pas quoi écrire, on ne sait pas que devons-nous écrire à ce moment-là, que ressentir lorsque nous sommes témoins d'un génocide comme celui qui se passe en Palestine. Donc cette position en tant que prise de position, en tant que penseur et penseuse, ou chercheurs et chercheuses, pourrait nous faire ressentir aujourd'hui qu'on est incapable ou incompétent, mais cela nous prépare à de nouvelles théories, à une nouvelle manière de théoriser et à une nouvelle manière de produire la connaissance. Je vais commencer donc par présenter mes deux collègues et puis nous laisserons aussi du temps pour vos questions et notamment les questions des étudiants et étudiantes. Nous avons avec nous aujourd'hui Hassan Rachir, qui est membre de l'Académie de la monarchie du Maroc, professeur à l'Université Mohamed VI à Rabat, et qui s'intéresse à l'étude des idéologies, au processus d'idéologisation et de religion et la sociologie de la connaissance anthropologique. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages, Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, comment aussi le livre de كيف تبقى بدويا تجسيد الأمة والقريب والبعيد, le siècle de l'anthropologie au Maroc et l'esprit du lieu, et aussi devenir anthropologue dans son pays. Et Erin Mafi, qui est aussi professeure d'anthropologie culturelle sociale, Institut des sciences sociales, l'Université de Lausanne. Elle est spécialiste du monde arabe. Elle a mené des recherches dans deux domaines principaux, l'anthropologie politique et l'anthropologie de la sexualité et de la reproduction humaine. Sa dernière recherche porte sur l'accès des personnes en situation de migration au service de la santé dans le sud de l'Italie. Aussi, donc réinventer l'amour, le genre, l'avortement en Tunisie après la Révolution, la médecine, la politique et l'éthique, des expériences dans de nouveaux ou nouvelles industries médicales, l'anthropologie sociale dans le monde arabe et A Fragmented History on an Uncomfortable Discipline. Et donc, je vais laisser la parole aux intervenants pour qu'ils puissent nous présenter leurs propos. Et parmi les questions de recherche qui vous ont préoccupé, mais aussi auxquelles vous vous êtes intéressés dans le domaine de l'anthropologie, quelles sont les questions de recherche qui vous ont paru importantes dans votre domaine? Merci beaucoup, Lamia. Bonjour, bonsoir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais juste parler des travaux qui sont en lien avec ce panel. Le travail auquel je fais référence en matière d'anthropologie au Maroc, il s'agit d'une recherche à partir de ce que nous pouvons appeler la sociologie épistémique ou de la connaissance. Et mon livre a été divisé en trois étapes. L'étape avant ou précédant la période coloniale et puis la période postcoloniale. Et donc, dans cet ouvrage, ou ce que j'ai cherché, donc je voulais travailler sur la situation ethnographique de l'anthropologie. C'est la question qui m'intéressait. Il n'est pas nécessaire de débattre sur colonial, décolonial ou postcolonial. Quel est le cadre théorique de cette anthropologie, fût-elle coloniale ou non coloniale? Quel était le cadre épistémique, mais aussi comment la position également Monsieur voulait parler en français, donc vous pouvez poursuivre en français comme vous voulez. Je n'ai pas fait attention. Je parle et je me souviens d'un ami à moi
qui m'avait dit j'ai appris l'anglais et j'ai su que j'avais appris l'anglais quand je commençais à oublier que je lisais en anglais. C'est juste parce que, en fait, je tenais à parler en français parce qu'il y a un grand nombre où le public est aussi francophone, donc c'est pas grave. Je vais switcher en français. Juste pour des raisons pratiques, parce qu'un grand nombre ici de participants est francophone, d'expression francophone. Du chercheur, c'est son cadre théorique, c'est le plus important pour moi, parce qu'on parle d'anthropologues, on ne parle pas d'idéologues, on ne parle pas de colonialistes, on parle des gens qui veulent être anthropologues, qui publient dans des revues anthropologiques de l'époque, l'année sociologique, etc., etc. Et donc, le plus important, c'était de dire, cet anthropologue-là, est-ce qu'il est évolutionniste? Est-ce qu'il s'inspire de la psychologie des peuples, etc. Et ça, c'est la même génération, parfois, ou deux générations successives. Donc, je suis parti avec le projet de décrire quelque chose uniforme, quelque chose de monochlore, et puis je trouve qu'il y a des tensions, qu'il y a des paradigmes différents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un exemple, vous avez Edmond Doutet, par exemple, qui était évolutionniste. Son dieu, c'était James Fraser et Robert Taylor. Et vous avez d'autres qui sont venus après, et leur position a été différente. Avec le colonialisme, le plus important, je pense, de la position, c'est que nous avons un chercheur résident. C'est des choses qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais. Quelqu'un qui va rester au Maroc ou ailleurs une vingtaine d'années en train de vouloir comprendre les Marocains, de décrire les Marocains. Jacques Berck, 6 ans dans une tribu en tant que contrôleur civil. Ça peut plus exister. Le plus important pour moi, c'est quel est l'effet de cette position sociale sur la production d'écrits, sur l'ethnographie. C'est le plus important. Colonialiste, pas colonialiste, etc. Je vais le découvrir à partir de son ethnographie, à partir de son lexique. Est-ce que Jacques Berck était colonialiste dans les structures sociales du Haut-Atlas? C'est une question. Je ne vais pas répondre, comme ça je laisse le suspense. Mais il n'a pas dit un mot sur la situation coloniale. Vous allez lire tout le livre, vous allez dire, bon, peut-être c'est le 19e siècle, peut-être c'est le 18e siècle, peut-être, bon, il n'y a rien. Donc la position sociale est très importante. Et la même question, c'est un peu ma conclusion, la même question, situation ethnographique, cadre théorique, position, la rencontre ethnographique pour un anthropologue est très importante. Ce n'est pas l'orientaliste qui voyage, ce n'est pas l'orientaliste qui va peindre, c'est quelqu'un qui va parler avec les gens, qui va rester avec les gens, sinon il n'est pas anthropologue. Et donc la rencontre ethnographique, la durée du séjour, c'est important. Il y a des anthropologues qui sont passés de Casablanca à Marrakech en 6 jours. Il y a Ernest Gelger qui venait pendant les vacances. Il y a Westermarck qui a passé 7 ans, un Finnois, 7 ans, etc. Et je ne peux pas mettre dans le même sac des gens qui sont restés 6 mois, avec des gens qui sont 5 mois, avec des gens qui sont restés 20 mois, ou 20 ans, et ainsi de suite. Donc la position sociale, et puis est-ce que vous êtes anthropologue standard, celui qui vient une année et qui retourne à Princeton ou qui retourne à Paris, etc., ou autre chose. Donc la position sociale est très importante et je l'ai appliquée à l'anthropologie coloniale, comme je l'ai appliquée à l'anthropologie précoloniale, comme je l'ai appliquée à l'anthropologie post-coloniale. Et dans le livre que vous avez cité, le Massar, il est traduit mais pas encore publié en arabe, Massar Anthropologie fi Beladi, à moi-même, la même grille théorique, le même questionnement, je le trimballe. Et donc, il n'y a pas quelque chose de spécifique qu'on va imposer ou à partir de laquelle on va étudier l'anthropologie coloniale. Et ce cloisonnement me dérange un peu, un peu. Il y a la sociologie de la connaissance. Karl Mannheim, avec la sociologie de la connaissance, il a étudié la religion chrétienne, comme il a étudié l'idéologie précapitaliste, comme il a étudié, avec les mêmes mots. Quelle est ta position? Comme disait Raymond Boudon, quelqu'un qui en sait le latin aurait un rapport à l'argent
différent d'un banquier. Donc la position sociale est très importante. Et le colonialiste est une position sociale parmi d'autres. Être colonialiste, c'est une position. Hassan Rachid, c'est une position. Ernest Gennell, c'est une position, et ainsi de suite. Et quel est l'effet de cette position sociale sur l'ethnographie? C'est ça le plus important. Voilà. J'étais un peu long en arabe et en français, mais c'est pas grave. Shukran. Iran. Tout d'abord, j'aimerais dire combien je suis honorée d'être ici aujourd'hui, d'autant plus que je me sens un petit peu en porte-à-faux, étant une des peu de personnes pas arabes, pas d'origine arabe non plus, et en même temps passionnée par voilà, cette région du monde où j'ai vécu quand même de manière un peu fragmentaire assez longtemps, et que voilà, qui est dans mon cœur toujours. Et donc, voilà, j'espère quand même de pouvoir répondre aux attentes de ce sommet. Alors, je dirais que moi, j'ai travaillé sur des thèmes qui n'ont pas beaucoup à voir avec la journée directement d'aujourd'hui. Et en même temps, j'avais fait mon mémoire de licence il y a très longtemps, en analysant les représentations orientalistes dans plusieurs textes anthropologiques plus ou moins récents. Et bon, c'était resté un peu là. Et puis, dans les 2 dernières années, je me suis retrouvée à m'intéresser à l'histoire de l'anthropologie dans le monde arabe, à cause d'un projet qui avait surgi de manière un peu impromptue, c'est-à-dire que des collègues qui préparaient un ouvrage sur l'histoire de l'anthropologie dans les pays, voilà, pas l'Europe, pas les États-Unis, enfin dans les pays, les autres, hein, m'avait dit, est-ce que tu pourrais écrire un chapitre sur l'histoire de l'anthropologie dans le monde arabe? Et puis moi, très naïvement, j'avais dit, mais oui, super, ce serait intéressant, je vais explorer quelque chose voilà, sur laquelle j'avais commencé à travailler il y a longtemps, puis que j'avais abandonné. Et je me suis retrouvée dans le pétrin, parce que c'est très difficile, quand on essaye, de retracer une histoire des anthropologues, moi je dirais même au pluriel directement, des histoires de l'anthropologie dans le monde arabe, parce qu'il y a très peu de travaux. Et donc j'ai commencé à explorer toute la littérature que je pouvais trouver, voilà, à partir en tout cas de l'Europe, parce que je n'avais pas la possibilité de me déplacer d'un pays arabe à l'autre. Et j'ai commencé à contacter des collègues dans différents pays, surtout ceux sur lesquels je n'arrivais pas à trouver de sources. Et c'est de là qu'est né ce projet qui est aujourd'hui devenu un ouvrage qui va bientôt paraître dans sa première version en anglais, parce qu'il y en aura une aussi en français et une autre en arabe, à laquelle Hassan a participé très généreusement, sur donc, les histoires, mais on l'a mis au singulier dans le titre, l'anthropologie dans le monde arabe, où on a en fait demandé à plusieurs anthropologues basés dans les pays arabes de contribuer. Et c'était pas facile, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de pays où on n'a pas trouvé des anthropologues, ou en tout cas des anthropologues qui voulaient participer. Donc ça parle aussi de l'histoire de cette discipline dans les pays arabes, mais je pense que voilà, on aura l'occasion d'y revenir pendant la discussion. Shukran lakuma. Merci beaucoup. Donc, parmi cet intérêt, donc le positionnement du chercheur et le fait de vouloir comprendre ou comment donc historiser l'anthropologie arabe et la difficulté d'historiser l'anthropologie arabe. Ma première question va vers la situation de l'anthropologie arabe, ses mutations depuis l'ère coloniale jusqu'à son positionnement sous l'égide du nationalisme arabe, l'après-colonial, le post-colonial. Et donc, Hassan, vous voyez par ce prisme-là justement l'anthropologie. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a changé et quel est l'héritage colonial qui apparaît dans l'anthropologie et qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a été modifié dans l'anthropologie? J'aurais aussi une autre question, une question subsidiaire. La description de l'anthropologie en tant qu'anthropologie arabe
Est-ce que c'est une qualification correcte que de parler, que de parler d'anthropologie arabe? Est-ce qu'elle est arabe ou devons-nous critiquer et réfléchir avec d'autres identités marginales? Donc, qu'il y ait un espace dans l'anthropologie du monde arabe qui s'intéresse à d'autres identités qui seraient marginalisées plus que l'identité arabe nationaliste. Il y a deux volets ici. Il y a deux volets. Obsession. Votre question. Et je commencerai par le premier aspect ou la première dimension. Je rappelle tout simplement qu'avec un anthropologue saoudien, j'ai oublié peut-être qu'un anthropologue saoudien, Abou Bakr Bagadr, nous avons écrit en 2011 un livre sur l'anthropologie, Anthropologie fil Watan al-Arabi, c'est en arabe, je l'ai écrit en arabe. Anthropologie fil Watan al-Arabi, وكان فقط مشكل 2011. Il y avait eu un problème en 2011, donc les printemps arabes se sont déclenchés. Je rêve. En 2011, il a été édité, mais il y avait des problèmes que vous connaissez. 2011, c'est une date, et donc ça a été mal diffusé. Mais vous pouvez le trouver sur le web. Hein, donc, j'ai fait des choses éthiquement que je ne fais pas, mais bon, pour la bonne cause. C'est sur le web. الأنثروبولوجيا في الوطن العربي مع تحفظاتي على الوطن العربي ولكن في الهند. Avec toutes les réserves pour ce qui se passe au monde arabe, mais en tout cas, vous trouverez sur Internet ce livre. Deux choses pour ne pas trop nous alourdir sur plusieurs questions, parce que je sais que il y a d'autres questions. Donc, le premier aspect, on en a parlé pendant au moins 3 panels, ce qui concerne la décolonisation, etc., ou décoloniser le décolonial, qui est un projet qui a été beaucoup plus porté, c'est ça la position sociale, c'est ça la positionnalité, qui a été beaucoup plus portée par la génération qui m'a précédé, qui a vécu la période coloniale, que par nous. Notre génération, elle est allée sur le terrain. On ne s'est pas posé la décolonisation, la colonisation. Nous sommes partis sur le terrain. Il y a des gens qui font de la programmation, il y a des gens qui sont naïfs comme nous. Nous sommes partis sur le terrain travailler. Et la question de la décolonisation est venue après, lorsque... Moi, je parlais dans mon premier livre des prédécesseurs. Émile Laous, Jacques Berg, c'est mes prédécesseurs, des gens qui sont venus avant moi, qui ont étudié le Maroc ou le Maghreb. Parfois, ça glisse jusqu'à l'Afrique du Nord. Donc, il y a la première, par la suite, une dizaine d'années plus tard, bien, je me suis intéressé à la question. Alors, décoloniser, c'est libérer un peu l'héritage colonial des préjugés. Et on peut se mettre d'accord sur une liste des préjugés très rapidement. Alors, sur le plan de la sociologie de la connaissance, ça veut dire que si vous êtes, le postulat, si vous êtes désintéressé, vous pouvez accéder à l'histoire vraie, à l'ethnographie vraie. Si vous êtes intéressé, vous allez commettre des bêtises, vous allez produire une ethnographie fausse. Ce qui est très naïf, très naïf comme postulat. Un ami américain, Burke Tree, l'a écrit, oui, on sait que Michaud Beller est un afrocolonialiste, mais il a produit une ethnographie intéressante. Comment à partir de ce postulat, on peut décoloniser? Qu'est-ce qu'il faut décoloniser? Est-ce qu'un colonialiste va être colonial pendant tout un livre? Il n'a rien à faire que d'être colonial. Il peut pas décrire... quand il décrit la tente, quand il décrit l'araire, nous avons de très belles descriptions de l'araire, de la tente, de la maison, du village, etc., des écoles, de l'espace. Est-ce qu'il va être colonial pendant tout? Il doit être très malade, le pauvre. Il doit être très malade. Et donc, vous avez, à chaque fois, quand on parle de la sociologie de la connaissance, même le même auteur, même la même personne, Hassan Rachir ou Mafi ou d'autres, même il a plusieurs casquettes. Il est colonial, on peut dire, bon voilà, Edmond Doutet, lorsqu'il a parlé de l'islam, il a parlé d'un islam holiste, un peu comme John Lewis. L'islam holiste, l'islam totalitaire, les musulmans sont envahis par l'islam 24 heures sur 24, 364 par jour. Très bien.
On ne fait rien, il n'y a pas de sécularité, il n'y a pas de positivité, il n'y a pas le sens commun, qui est un sens commun laïque, séculier. Les gens peuvent vivre sans religion, ils ont un répit de temps à autre, hein, dans les cérémonies de mariage, dans les fêtes, etc., etc. Non, ça n'existe pas. Mais le même auteur, c'est ça, le même auteur, Edmond Doutet va vous dire, ouais, les Marocains, l'islamisation elle est très récente, leur islam est tiède. Il faut choisir. Et moi, anthropologue, je vais dire, bon, lorsque il est ethnographe, etc., il est en train de décrire, il va dire islam tiède. Et lorsque orientaliste de loin, lorsqu'il voit les Marocains de l'avion, il va dire l'islam est holiste. Et donc, c'est le même, parfois dans le même livre, à Edmond Doutet. Donc là, la première chose que j'essaie un peu d'étudier, c'est comment a été décolonisé, quel est le projet de la décolonisation, de l'étudier, de faire ça va être la réflexivité. C'est le discours sur la décolonisation, pas la décolonisation elle-même. Deuxième chose, d'autres ont parlé du bon usage de l'ethnographie coloniale. C'est un petit pas. Est-ce qu'il y a un bon usage de l'ethnographie coloniale? Je ne peux pas m'étendre également là-dessus, mais c'est une piste. C'est-à-dire que vous pouvez être, comme j'ai dit tout à l'heure, affreux, colonialiste, et produire une ethnographie qui n'est pas mal, qui est utilisable, et qu'on peut refaire l'histoire du Maghreb ou de l'Afrique du Nord à partir de l'anthropologie coloniale, en séparant l'ivraie des grains, du bon grain, etc. J'en doute, je vous le dis. J'en doute parce que il ne s'agit pas de cribler. Un système de pensée est un système de pensée. Troisième que je propose dans le proche et le lointain, mais également dans d'autres livres, c'est la situation ethnographique. Et moi, quand j'ai trouvé ce concept, j'étais vraiment apaisé, parce que je ne suis pas en face d'un système colonial ou pas colonial, je suis en face d'une connaissance, et je fais l'histoire de cette connaissance à partir des éléments que j'ai dit tout à l'heure, que je ne vais pas répéter, 4 théoriques, les concepts. Lorsque vous êtes holiste, lorsque vous êtes structuraliste, lorsque vous êtes de la psychologie des peuples, vous êtes colonialiste. Il y a des colonialistes qui disent le Maroc c'est une poussière de tribu. Il y a un autre colonialiste, à côté de lui, hein, qui sont voisins, qui ont même travaillé dans la même équipe, qui dit non, il y a un Maroc, il y a une mentalité marocaine. Il y a Jacques Berg qui a un esprit juridique marocain. Il y a une âme marocaine, il y a un livre de Georges Radi, L'âme marocaine. Qu'est-ce que je vais prendre? Dire colonial, pas colonial? Je vais dire tout simplement, voilà un cadre théorique, et ce cadre théorique permet telle ethnographie, et ce cadre théorique permet telle autre ethnographie. Je peux revenir aux préjugés si vous le souhaitez, mais ce n'est pas la peine. Deuxième aspect de votre question, Lamia, c'est lorsqu'on fait, c'est pourquoi parfois il faut sortir du cadre pour mieux analyser les choses. Il est possible qu'on parle de l'ethnologie française, où il y a un article de Georges Ballandier, l'ethnologie française. Il est possible, comme le fait King Merton, qui m'inspire beaucoup parce que c'est l'un des sociologues de la connaissance qui ont poussé la sociologie de la connaissance scientifique. Hein. Donc, le rapport entre protestantisme et rationalisation, etc., etc. Et donc, je m'inspire de lui parce qu'il dit, bon, la différence dans les années 40, pas maintenant, dans les années 40, entre la sociologie américaine et la sociologie française, européenne. La sociologie européenne, elle est spéculative. La sociologie américaine, elle est empirique. Nous ne sommes pas dans l'ethnicité. Il ne dit pas les Américains sont cool ou les Américains sont industrieux. Et ça se voit dans leur... Il est en train de décrire des réseaux qui fondent la recherche. Il y a des équipes. Aux États-Unis, dans les années 40, il y avait des équipes de recherche. Il y avait de l'empirisme dans la recherche, Lazarsfeld et d'autres. Et donc, dire que l'anthropologie américaine est ceci à partir d'un système de réseau qui la fonde, il va encore plus loin en disant, comme nous travaillons par équipe, nous sommes obligés de mesurer les concepts. Quand je vais dire, je ne sais pas, quand je vais dire réveil religieux,
et qu'on travaille, nous, les trois, sur le réveil religieux, nous sommes obligés de dire qu'est-ce qu'on entend par réveil religieux. Quelles sont les dimensions? Les gens prient davantage, croient davantage, vont davantage à la mosquée, à l'église, aussi à la synagogue, etc. Et donc, ils sont obligés, lorsqu'on travaille par équipe, la structure impose une certaine uniformisation du savoir. Nous sommes dans la sociologie de la connaissance, nous ne sommes pas dans l'américain et ceci ou l'américain et cela. Et lorsque vous avez, je parle des années 40, lorsque vous avez le chercheur isolé, le chercheur isolé, avec la philosophie, le cadre philosophique en Europe qui est resté. Hein. Le French Touch, aux États-Unis, c'est le French Touch, c'est Pierre Bourdieu, c'est Derrida, c'est Michel Foucault, etc. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on parle de l'anthropologie arabe et qu'on me dise, voilà les réseaux un peu institutionnels, interindividuels, interétatiques, qui font qu'il y a une anthropologie arabe. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. D'accord ? Donc, chacun, la communauté, une communauté scientifique ou une esquisse d'une communauté scientifique, même nationale, en anthropologie, ça n'existe pas. Que ce soit un projet, un idéal, je ne suis pas contre. J'y adhère pas, mais je ne suis pas contre. Que ce soit un projet comme l'arabisme, etc., etc. Et donc, l'anthropologie un peu que je défends, c'est, je reviens encore à la position sociale, à l'anthropologie chez soi. Vous êtes arabe, d'accord? Qu'est-ce que vous allez produire comme anthropologie à partir de votre position d'arabe? Il y a un livre magnifique de six anthropologues femmes, Fi Watani Abhat, je ne me rappelle pas des six noms, mais il y avait Satani Shami, je ne me rappelle pas des six, mais ce n'est pas grave. C'est une traduction, c'est écrit en anglais. Fi Watani Abhat, ils sont six, je ne me rappelle plus des autres, mais ce n'est pas grave. Et donc, oui, et c'est une position. La position être arabe, c'est un aspect de votre position, c'est un aspect de ma position. Je suis également amazigh et berbère, je suis également marocain. J'appartiens à la Méditerranée, j'appartiens à l'africanité, etc. Donc, c'est quoi être arabe? Et donc, la question part de la position sociale. C'est bien de répondre à cette question. Est-ce que, peut-être que plus tard, je reviens au détail parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je termine tout simplement par dire que le grand problème, on en a parlé tout à l'heure, je n'invente pas, l'universalisme et le paroissialisme, l'universalisme et le particularisme. Est-ce que je serais un anthropologue, uniquement un anthropologue, et puis m'inscrire dans un réseau international? Est-ce que je vais défendre le paroissialisme? Certains me disent qu'il n'y a que les Arabes qui peuvent comprendre les Arabes et puis les musulmans qui peuvent comprendre les musulmans. Et ça écrit au Maroc, il n'y a que les Marocains qui peuvent décrire et comprendre les Marocains. Bien sûr, je suis contre. Et donc, je suis pour une troisième voie, mais une troisième voie qui n'a rien à voir avec ces deux-là. Moi, parfois, je l'ai écrit dans mon livre, Massaf, devenir anthropologue. À la fin, je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Je suis ce que je fais. Et basta, c'est tout. Je suis. Shukran, Hassan. Iran. Alors, moi, je vais mettre en avant d'autres éléments, mais j'espère complémentaires avec ce que Hassan a évoqué. Je pense que pour comprendre aussi la situation dans laquelle se trouve l'anthropologie aujourd'hui dans certains pays arabes, parce que dans d'autres, elle n'existe pas pratiquement, elle n'a même jamais existé ni avant ni après la colonisation, il faut effectivement aussi remonter à la période coloniale. Je ne vais pas du tout entrer en détail, mais je veux dire, il y a des histoires, des travaux ethnographiques, anthropologiques, coloniaux, extrêmement différentes dans la région qu'on appelle le monde arabe. Donc, si on prend le cas de l'Algérie, où il y a eu, peu après la conquête, une dizaine d'années d'après, l'ouverture du bureau arabe, pour lequel ont été produits des dizaines et des dizaines de travaux, voilà, c'est une chose. Et donc, il y a une sorte de tradition coloniale de l'ethnographie, sinon de l'anthropologie, mais en tout cas de l'ethnographie qui se construit.
Et puis, vous avez des pays comme, je ne sais pas, la Syrie ou le Liban, où en fait, il n'y a pas vraiment une tradition équivalente. Si on prend juste les Français, enfin la tradition coloniale française, il n'y a pas du tout d'équivalent. Donc, déjà, à partir de... Donc, c'est juste des exemples rapides. On ne peut pas comparer non plus la situation post-coloniale, disons, de l'anthropologie en fonction de ce qui s'est passé avant dans l'histoire de l'anthropologie. Prenons encore, c'est assez étonnant, le Soudan, où il y avait un anthropologue qui était membre de l'administration coloniale, donc il était censé superviser les travaux des anthropologues dans la colonie britannique du Soudan. Et c'est étonnant parce que dans certains pays comme l'Algérie, il y a eu un refus total, en tout cas officiel. Ça ne veut pas dire que l'anthropologie avait disparu après la guerre de libération. Par contre, au Soudan, une très riche et florissante tradition anthropologique qui a continué, où il y a eu un des très très rares départements d'anthropologie à l'université de Khartoum. Donc, je trouve que vraiment il y a des destins qui sont très différents et qui sont à mettre en lien, en partie en tout cas, avec ce qui précède, c'est-à-dire la période coloniale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'en parlerai au pluriel. Parce que pour moi, c'est vraiment difficile de comparer ce qui se passe dans chacun de ces pays en fonction de l'histoire coloniale aussi que ces pays ont eue, et puis aussi des personnes finalement qui ont été présentes en tant qu'administrateurs coloniaux aussi dans le pays. Et donc il y a eu des pays où l'anthropologie ne s'est jamais développée, même à la période coloniale, des pays où elle était très développée, mais vue comme un instrument, un outil de domination, et donc refusée après, en tout cas par les autorités. Et des pays où voilà, en fait, elle émerge tout à coup. Donc, c'est vraiment difficile à généraliser. Et après, il y a aussi des domaines, c'est-à-dire qu'il y a des pays, par exemple, si on prend la tradition britannique et les pays qui ont été soumis à la colonisation britannique, voilà, il y a des thématiques qui faisaient partie du répertoire des anthropologues britanniques qui étaient approfondis. Donc, je ne sais pas, la tribu, l'État, l'organisation politique, enfin, c'est des thèmes typiques aussi du fonctionnalisme britannique, la sédentarisation, etc. Par contre, si on regarde la tradition française, c'était plutôt, je ne sais pas, des rituels, l'alimentation, d'autres types de thèmes. Ce n'étaient pas nécessairement les mêmes thématiques. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que ça peut produire après des traditions aussi disciplinaires différentes. Ce à quoi on assiste finalement, globalement, dans la plupart des pays arabes, c'est un manque d'institutionnalisation de l'anthropologie, donc un refus évident et explicite dans certains, mais même là où on n'en parle pas de manière si explicite, l'anthropologie n'est pas institutionnalisée, ne devient pas un savoir académique, etc. Et en revanche, c'est la sociologie qui est vue comme alliée de disons, projet de développement aussi après les indépendances dans les différents pays de la région. Donc la sociologie est vue comme une alliée parce que la sociologie, c'était la science sociale qui étudiait les sociétés modernes, les sociétés donc européennes, par exemple. Par contre, l'anthropologie, elle était réservée aux sociétés vues comme arriérées, primitives. Donc, c'est surtout pas de ça qu'on veut dans les nouveaux gouvernements qui sont créés après les indépendances. Et donc, c'est la sociologie, en fait, qui a un rôle de premier plan. Dans certains pays, on fonde même des institutions qui sont censées, à travers des études sociologiques, aider le progrès, la transformation sociale, économique, etc. Donc l'anthropologie sera mise de côté dans beaucoup de pays à la faveur de la sociologie. Après, peut-être un autre élément que je mentionne rapidement, c'est que aussi il y a des systèmes universitaires assez différents qui se développent. Là, on a parmi nous, par exemple, Sari Hanafi qui a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple dans les régions du Golfe, dans la région du Proche-Orient, en Afrique du Nord, avec donc des manières de fonctionner aussi des universités, des institutions académiques qui sont pas les mêmes.
Et donc aussi les sciences sociales ne vont pas avoir le même rôle et la même place dans ces universités. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les sciences sociales sont souvent considérées comme voilà, moins importantes que d'autres domaines scientifiques, et surtout que dans la plupart des pays arabes actuellement, même les pays les plus riches, comme par exemple les pays du Golfe, on ne donne pas de financement pour la recherche. Donc, un des personnes qui a dirigé l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure sur l'histoire de l'anthropologie donc dans le monde arabe, Abdallah Al-Ajmi, qui est un anthropologue koweïtien, me disait il y a une semaine, je réfléchis à prendre ma retraite pour enfin pouvoir faire de la recherche. Parce qu'il enseigne beaucoup, il n'a absolument pas de fonds pour mener des recherches. Et donc, bon, bien sûr, il y a d'autres moyens de mener des recherches, mais après, on n'a pas de visibilité académique. Donc, par exemple, les ONG, les financements voilà, qui viennent d'ONG internationales, qui demandent des rapports, parfois des anthropologues très bien formés, qui voilà, font des excellents travaux, mais qui n'ont aucune diffusion, qui ne sont pas publiés, qui ne font pas partie du circuit académique. Voilà. Donc pour moi, je suis absolument d'accord avec ce que disait Hassan en conclusion, c'est-à-dire que actuellement, malheureusement, il n'y a pas une communauté scientifique d'anthropologues transnationale, disons, au sein du monde arabe, et que probablement même au sein de chaque pays, on voit plutôt des chercheurs ou des chercheuses un peu isolés, qui parfois ont quelques chercheurs et chercheuses plus jeunes autour d'elles, autour d'eux, mais qui finalement n'arrivent pas à mettre en place pour le moment, mais c'est aussi pour des raisons institutionnelles, une sorte de tradition locale, d'école locale, si on peut dire ça comme ça, en anthropologie. Merci à vous deux. Pour résumer, si j'ose dire, les réponses, je peux dire la chose suivante. Ce que je fais, nous devons valoriser l'ethnographie et puis le positionnement, la position ethnographique. Il faut peut-être valoriser ces concepts-là au lieu de parler de la période postcoloniale ou décoloniale. Et il faut également mettre l'accent sur l'esprit critique et s'éloigner un peu de la description locale. Il faut partir de la situation locale pour aller vers l'ethnographie ou l'anthropologie arabe avec toutes ces œuvres, tout ce travail très riche. Bien sûr, nous avons cet héritage colonial, mais nous avons également cette transformation anthropologique. Et bien sûr, et tous les deux, vous avez mis l'accent sur ces points. Ma deuxième question concerne les concepts. Oui, les concepts. Et comme Huda Assada, lorsqu'elle a parlé du panel concernant le féminisme, il a parlé du voyage des concepts, où on a évoqué les problématiques en matière de féminisme et comment ces concepts sont en confrontation parfois avec des concepts qui ne voyagent pas, des concepts qui restent très locaux sans pouvoir décoller, si j'ose dire. Mais il y a eu dans ce panel plusieurs problématiques qui ont été évoquées par le panel sur le féminisme. Également, il y a aussi le concept de l'héritage qui a été traité par le panel sur l'héritage et les problématiques de l'héritage dans la pensée arabe. Pour moi, je suis spécialiste de l'anthropologie médicale. J'ai été spécialisé, j'ai étudié aux États-Unis, au Canada. Et bien sûr, chez eux, le concept de l'héritage a été écarté. Et le concept de l'héritage n'est pas la base de l'anthropologie dans toute recherche anthropologique. Et bien sûr, il y a également une influence par les études scientifiques et anthropologiques et également toutes les théories en matière d'environnement. Toutes ces disciplines qui ont apporté d'autres concepts, par exemple comme le concept de anthropophine, ainsi que d'autres concepts.
il y avait également un autre panel où on a parlé une orientation vers le non-héritage en quelque sorte, pour écarter en quelque sorte l'héritage arabe. Peut-être en matière d'anthropologie, nous pouvons faire lien avec cette idée-là en ce qui concerne l'anthropologie. Ma question concernant les théories qui voyagent dans le domaine de l'anthropologie. Comment, vous tous les deux, comment vous traitez dans vos recherches respectives les concepts en provenance de l'Occident? Est-ce que vous déconstruisez ces concepts avant de les traiter? Est-ce que vous recréez d'autres concepts nés localement? Comment vous construisez ces concepts en quelque sorte? Et ensuite, comment vous pouvez aider ces concepts pour voyager vers le Nord, si j'ose dire? Ou bien vous, bien sûr, vous vous appuyez beaucoup sur la traduction et quelle est la difficulté en matière de traduction de ces concepts. Qui veut commencer? Irène ou Rachid? D'accord. Alors, à propos de ça, moi, j'aimerais peut-être rappeler que on a parlé de décolonisation, décoloniser le savoir, etc. Mais non, on parle beaucoup du décolonial, etc. Mais puis, je voudrais quand même rappeler que cette tentative n'est pas nouvelle, que ça fait quand même plusieurs décennies que, et bien sûr, c'est pas qu'à partir des pays arabes, mais aussi d'autres régions anciennement colonisées. Donc, on essaye de décoloniser l'anthropologie comme d'autres savoirs, bien sûr, en sciences sociales. Et bien, on a parlé longuement aujourd'hui de l'orientalisme d'Edouard Saïd, bien sûr, qui a marqué un moment fort de ce mouvement. Mais je voulais rappeler aussi, par exemple, qu'avant Saïd, avant la publication en tout cas de l'ouvrage L'orientalisme, dans sa première édition en 1978, Abdelkebir Khatibi parlait, en écrivant en 1975, que la tâche essentielle, lui il parlait de la sociologie du monde arabe, était de faire un double travail critique, qui a été rappelé aussi hier par Asma dans son intervention, et il le disait déjà il y a très longtemps. Il fallait déconstruire les concepts qui viennent donc des savoirs des anciens colonisateurs, mais il fallait aussi, et en même temps, et ça peut-être c'est pas toujours au centre dans ces discussions, il y a aussi plus récentes, critiquer les savoirs, les connaissances et les discours qui sont produits à l'intérieur même des sociétés arabes sur elles-mêmes. Donc c'est un double travail, comme vous l'avez bien rappelé, Asma, hier dans votre intervention. Parmi aussi des travaux qui remontent à cette époque, donc la fin des années 70, début des années 80, il y a aussi par exemple l'ouvrage qui a été dirigé par l'anthropologue égyptien Hussein Fahim, qui s'appelait Indigenous Anthropology in Non-Western Countries, qui a été publié en 1982. Donc il n'y avait pas que des anthropologues du monde arabe, bien sûr, dans cet ouvrage. Et donc dans les années qui ont suivi, donc déjà dans les années 80, donc du siècle passé, il y a eu des tentatives, par exemple, de arabiser les sciences sociales ou d'islamiser les sciences sociales, qui ont été fortement critiquées d'ailleurs par les intellectuels et les chercheurs et chercheuses même en provenance des pays arabes. Je rappelle juste parmi ces personnalités Sohair Morsi ou Mona Abaza, qui était aussi rappelé hier, qui ont assez farouchement critiqué ces tentatives et qui vont vers une sorte de paroissialisme que tu mentionnais tout à l'heure. Finalement, Hassan, je ne sais pas après si tu voudras revenir là-dessus. Mais moi, je me pose une question, parce qu'on me disait, est-ce qu'on peut parler d'anthropologie arabe? Il me semble que Hassan et moi, on est assez d'accord que c'est un peu difficile, en tout cas, d'en parler au singulier. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une production conceptuelle, théorique, spécifique dans ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie arabe ou les anthropologies arabes? Et là, je me pose des questions par rapport à la définition, parce que
On sait très bien qu'il y a plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs, chercheuses qui ont fait leur carrière plutôt dans ce qu'on appelle le Nord global, mais qui sont arabes, qui viennent des pays arabes, qui ont peut-être aussi eu une première formation dans les pays arabes, mais qui n'écrivent pas en arabe et ne s'adressent pas nécessairement à un public arabe. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une production, celle qui dérive, qui est présente dans ces travaux, de l'anthropologie arabe? Comment délimiter d'une certaine manière les frontières? Parce que je me dis, est-ce que pour être une production théorique de l'anthropologie arabe, ça devrait être un arabe destiné à un public arabe, arabophone en tout cas, sinon arabe? Et là, je voulais citer un des chapitres de ce travail dont je suis en train de faire la publicité, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Il sera en open access, donc il ne faut pas l'acheter, au moins ça. Donc, dans cet ouvrage, il y a un chapitre qui a été rédigé par des collègues de Hassan, marocains, Fadwa Etmous et Mohamed Samouni, qui porte sur l'itinéraire de Abdallah Hamoudi, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, donc un anthropologue marocain qui a fait une première partie de sa carrière au Maroc, mais qui après a fini sa carrière à Princeton, donc dans un des centres mondiaux de l'anthropologie du Nord global, et qui, dans ces dernières années, a voulu entamer, disons, un projet scientifique visant à créer une anthropologie arabe forte. Et donc, dans ce chapitre, ils essayent de parcourir ces travaux et de montrer quel est le sens aussi de cette entreprise, de retourner à une anthropologie arabe, de faire valoir aussi l'importance et la pertinence de l'anthropologie arabe. Mais ce qui montre finalement les deux auteurs, c'est qu'ils tombent dans un retour au passé. C'est-à-dire qu'il revient à des auteurs prémodernes. Et de nouveau, on en a parlé hier dans plusieurs panels, c'est comme si, au fond, la splendeur et l'originalité de la pensée arabe n'était que dans ce passé. Finalement, le passé qui est reconnu comme étant valorisé par, de nouveau, le savoir qui vient de l'Occident. Donc moi je me pose des questions aussi par rapport à ce genre d'opération et pourquoi on ne regarde jamais au présent et au futur. C'est comme si on devait aller toujours rechercher une originalité, une diversité par rapport à la production, disons, du Nord global dans un passé révolu. C'est comme si nous on devait aller chercher notre originalité toujours dans les auteurs du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même là à explorer, à interroger. Voilà. Bien. Alors, je commence par là où tu as terminé. Moi, il y a un concept en arabe qu'il faudrait un peu, à un moment, mais vraiment décortiquer et penser. Et c'est valable pour l'idéologie, c'est valable pour les sciences sociales. C'est le concept de ta'sil. Ta'sil. Intraduisible, je peux juste l'exprimer. Afwan? ترجمه إلى grounding. Ground isn't asl. حديث يطول. هذا حديث يطول. معليش ماشي مشكل. تأصيل, c'est de trouver, comme il vient de le dire, c'est de trouver des origines au concept. Vous parlez de structure sociale. Je vais remonter à Al-Bayrouni ou je vais remonter à Ibn Khaldoun pour trouver quelque chose qui ressemble à... Et puis je vais... L'essentiel, moi je partirai de deux types de concepts, parce qu'il y en a plusieurs. On ne peut pas parler de concepts comme ça de façon abstraite. Il y a au moins deux types de concepts à distinguer. C'est le concept abstrait formel, comme mode de production, comme structure sociale, comme stratification sociale, comme action sociale, etc. Donc, des concepts qui ne sont pas forcément liés à une histoire, pas forcément liés à une empirie donnée. Et puis il y a les concepts abstraits concrets, c'est l'État, le droit, sécularisation, religion, etc. etc. Et ces deux, on ne peut pas les mettre dans le même sac et dire
Moi, quelqu'un qui veut dire la structure sociale, il va se gourer, sincèrement. Ou le fi'l ijtima'i, il va se gourer. Mais quelqu'un, sécularisation, oui, on va trouver un hadith du prophète. Vous êtes mieux placé que moi. On va trouver ta'sil, sécularisation, on va trouver un hadith du prophète où on va dire aux gens, bon, antum adrabi, bi umurikum, etc. Vous connaissez. Alors, c'est plus facile lorsqu'il s'agit du patrimoine, des sciences religieuses, etc. C'est très difficile pour les sciences sociales parce que les sciences sociales, même en Occident, sont des sciences du Descartes et ainsi de suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je distingue deux types de chercheurs. Je m'excuse, hein, ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas pour être insolent. Il y a des chercheurs qui programment et des chercheurs qui travaillent. Et les chercheurs qui programment ne travaillent pas, et les chercheurs qui travaillent programment très peu. Et donc, à chaque fois, quand quelqu'un me dit, donne-moi un livre, un article sur ça. Vous dites ceci, est-ce que vous avez écrit sur cela? Et puis, bon, il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses. Alors, l'anthropologue arabe chez soi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a le problème de la langue. La langue arabe dans laquelle nous allons écrire est un problème commun à nous. Comment écrire, comment faire de l'ethnographie en arabe, alors que notre terrain, il va être soit en berbère, soit en darija, tunisien, soit en. Comment on va faire le passage? Vous parlez de l'anthropologie arabe et votre terrain n'est pas arabe. Votre terrain, il est un mixte de business, le business en Tunisie, au Maroc, etc., etc. Et je peux multiplier les concepts qui n'ont rien à voir ni avec la langue arabe, ni avec la langue ceci, ni avec la langue cela. La question est une question commune à nous. Comment passer... Et le problème se pose également en français. Comment je passe du berbère au français ou à l'anglais? C'est le même problème. Nous allons écrire en arabe, ça m'est arrivé. Vous pouvez, je peux pas, maintenant les exemples m'échappent. Il y a des concepts en darija qui sont très difficilement traduisibles en français, en anglais, en arabe. Donc, nous, quand on parle de l'anthropologie arabe, on croit qu'on va parler avec des gens de l'Jahiliya devant nous, et ils vont nous parler en grand arabe, et puis on va transcrire en arabe ce qu'ils vont écrire en arabe. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est le terrain. Et puis, l'autre dimension, c'est notre arabe que nous écrivons avec le français et l'anglais. Tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Salih Hanaf, il m'a posé la question, pourquoi vous n'écrivez pas en arabe, vous écrivez en français? Et je lui ai répondu très sincèrement, parce que Hassan Rachid, qui avait 30 ans, avait beaucoup de bagages, d'accord, à porter. Donc il a porté le moindre, c'est-à-dire écrire en français et en anglais. Parce qu'écrire en langue arabe, je serais resté à l'âge de 30 ans, parce que c'est très difficile. Je vais passer mon temps à dire profane, est-ce que c'est modannas, est-ce que c'est doniaoui, est-ce que sécularisation, est-ce que ilmania, almania. Je vais passer mon temps, mais je n'ai pas le temps, je suis jeune, très jeune. Et donc, je dois passer et aller apprendre là où il y a de l'apprentissage, là où il y a du stockage, là où il y a de l'approvisionnement, là où je vais porter des choses moins lourdes. Maintenant, je peux. Et je le fais. Parce que j'ai derrière moi toute une expérience. Donc la question, je le répète encore une fois, lorsque je lis Clifford Geertz, quand je lis quelqu'un comme, que je donne souvent en exemple, quelqu'un comme Lawrence Rosen, qui est un disciple de Clifford Geertz, entre guillemets ou sans guillemets, et qui a dit à un moment, les Marocains, dans son livre, les Marocains n'ont pas un concept pour dire gratuité. Ils n'ont que le fabour. Et moi, en tant que Marocain, pas en tant qu'anthropologue, en tant que Marocain, je me suis dit, c'est pas possible, les Marocains n'ont pas attendu les Espagnols pour parler d'un concept comme gratuité. Alors là, l'anthropologue marocain rumine. Il
fais pas du terrain. Je rumine ma culture. Voilà, je fais de l'introspection positive. Comme on dit, si je veux dire, en dehors de Fabor, qu'est-ce que je vais dire? Bon, il n'y a pas un concept qui est uniformément marocain en tant que tel, mais au nord, vous l'avez peut-être deviné, ceux qui viennent du nord, qu'est-ce qu'on dit? Battle. On ne le dit pas dans notre... Pardon? C'est un concept beaucoup plus philosophique. C'est un concept philosophique beaucoup plus profond. Et donc, battle. Et le problème, c'est que battle, il l'utilise, mais il l'utilise contre le haq. Parce qu'il a beaucoup travaillé sur le haq et le battle, il l'utilise. Alors, maintenant, je reviens rapidement. Tu fais des regards magnifiques. Non. Tes regards magnifiques, je t'en remercie. Et donc, vous avez les concepts, je le répète, les concepts qui sont des concepts inscrits dans l'histoire. Nous n'avons pas le droit, nous avons le devoir de les discuter. Est-ce que le concept de sécularisation, ou de religion, ou d'État, qui ont été bâtis sur une empire occidentale, ce n'est pas un reproche, ils ont fait leur boulot, à nous de faire le nôtre. Et donc, est-ce que le concept de sécularisation, avec les 3 étapes dans le pavé de Robert Taylor, est-ce que ça correspond également à l'histoire du rapport entre religion et État dans l'histoire marocaine, indo-musulmane, peu importe. Et ça, c'est important parce qu'il est possible qu'on trouve des formes de sécularisation qui n'ont rien à voir avec l'Occident. Et ça, je l'ai trouvé, je l'ai décrit là dans un article, mais la question, c'est un peu ça. La question, c'est, lorsqu'on parle de droit positif, tu as parlé hier, Asma, du droit casuistique, il est très difficile de l'appeler droit. Donc, même le concept de droit, il l'a dit hier, est-ce que le droit musulman, le concept de droit, est-ce qu'il est applicable ou pas? Ça, c'est notre devoir. S'il est applicable, on va le dire. S'il n'est pas applicable, on va le dire. Est-ce qu'on est dans l'éthique? Est-ce qu'on est, ça a été développé par Smaïa, ou est-ce qu'on est dans le juridique? Et à ce moment-là, oui, nous avons le devoir et le droit de repenser droit, de repenser sécularisation, de repenser État, de repenser politique, de repenser politics, et ainsi de suite. Mais ma boîte à outils, où il y a structure sociale, action, féminologie, etc., c'est très difficile, je vous assure. C'est même pas la peine, à la limite. C'est même pas la peine. C'est comme si vous dites à un menuisier, écoutez, il y a une scie, allez, déconstruisez cette scie et puis voilà, inventez une autre scie, ou inventez une autre machine. C'est pas la peine. Vous pouvez lui dire, bon, écoutez, il y a les orientalistes, ils veulent bien un meuble marocain, un meuble, voilà, fasci, un meuble. Faites-le avec la scie des Européens. C'est pas grave. Pas grave, il peut le faire. Donc il y a ces 2 types de concepts. Nous pouvons travailler sur les concepts abstraits concrets qui sont en rapport avec une histoire, avec une empérie, avec une ethnographie, avec une historiographie. Mais les outils avec lesquels nous travaillons, nous pouvons les discuter. Hein. Ça ne veut pas dire que structure sociale, je la prends telle qu'elle est, parce qu'il y a un débat énorme sur le concept de structure sociale, sur action sociale, etc., sur phénoménologie. Mais c'est un débat qui nous concerne tous. Ce n'est pas un débat où je vais m'inscrire en tant que Marocain. Je vais m'inscrire en tant qu'anthropologue. Pas en tant que Marocain, pas en tant que musulman, pas en tant qu'Amazir, etc., etc., etc. Voilà. Tes regards étaient efficaces. Shukran lakuma. Merci beaucoup. J'avais une dernière question, mais on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Nous devons aussi prendre les questions du public. Mais je vais poser cette question. Vous pouvez me répondre peut-être... Donc, ma question, et puis par la suite, les questions du public, et puis ensuite, on répondra aux questions. Ma question étant, ce qu'a dit Irène nous pousse aussi à se questionner sur la nécessité de nous référer au passé. Mais quid des concepts pour l'avenir et que peut l'anthropologie arabe produire aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous vivons en matière de théorisation ou de compréhension ou de production de connaissances sur les génocides ou les guerres dans la région? Quelle approche ethnographique pourrait-elle documenter l'actualité, analyser l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait être produit dans ces instants douloureux
et qui ne se prête pas à une théorisation instantanée. Je vais ouvrir, je vais céder le micro pour les questions et puis par la suite nous reviendrons pour les réponses. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les deux chercheurs présents ici parmi nous pour leur contribution très riche et très valorisante. Cette question ou ce sujet est très important par les temps qui courent. L'anthropologie n'est pas une discipline arabe de naissance. À quel point cela a un impact sur tout ce qui se produit aujourd'hui en tant qu'étude anthropologique et quel est l'impact de ça sur les institutions dites anthropologiques aujourd'hui dans le monde arabe? Merci. Alors ma question, en fait, l'anthropologie coloniale, même si M. Hassan il préfère ne pas faire ces distinctions, mais elle était accompagnatrice de la centralisation et de la formation de l'État. Et du coup, en fait, à partir de cette notion de situation ethnographique, en fait, quel rôle percevez-vous pour l'anthropologue local dans l'accompagnation, enfin, en tant qu'accompagnateur de l'élaboration des politiques publiques? Par exemple, je cite un exemple, le récent séisme de House. On a vu pas mal d'interventions un peu, pour dire du moins, erratiques sur la repopulation de certaines populations amazières qui avaient certaines particularités et un enracinement. Et quel rôle envisagez-vous pour l'anthropologue local en tant qu'accompagnateur d'élaboration de politiques publiques dans son pays? Merci beaucoup. J'aurai deux questions. La première question concerne l'appellation d'anthropologie arabe. Peut-on parler réellement d'une anthropologie arabe si nous prenons en compte les différences et les divergences entre les peuples et les divergences géographiques, outre un élément très important étant l'existence de plusieurs ethnies, plusieurs cultures qui ne sont pas arabophones. Et un autre élément également très important, le lien entre la connaissance et le pouvoir. Par exemple, si nous faisons des recherches sur une minorité kurde ou ethnique en utilisant une langue ou une recherche, pouvons-nous parler réellement d'une production anthropologique arabe par ce prisme? Une dernière question, en lien aussi avec le pouvoir ou l'autorité, même avant la colonisation. Si la situation devait se transposer vers une situation postcoloniale, y aurait-il ici un risque de lien avec, par exemple, l'autorité ou le pouvoir? Les régimes arabes sont tous des régimes de dictature. Et donc, est-ce que cela légitimerait l'autorité en place? Nous cédons la parole donc à notre invité pour qu'il puisse répondre à ces questions et puis nous reprenons la parole par la suite. Si vous regardez les disciplines qui sont enseignées dans les universités arabes, ce n'est pas juste l'anthropologie qui a une origine coloniale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'anthropologie est née grâce et à travers la colonisation. Donc malheureusement, c'est un péché original qui est peut-être pas le même que pour l'histoire ou pour la sociologie ou pour d'autres, la géographie. Enfin, la géographie, quoique, elle est très liée aussi à la colonisation. Mais c'est effectivement l'usage qu'on en a fait
et effectivement sa peculiarité dans l'origine. Mais non, comme disait un anthropologue égyptien très connu dans les années 60, c'est pas parce que à travers l'énergie nucléaire on a fabriqué des bombes atomiques qu'on doit plus utiliser le nucléaire. Enfin, c'est ce qu'il disait lui. Donc ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait. C'est ça que je voulais dire. Mais malheureusement, vous avez raison que c'est quand même un savoir, comme je dirais la géographie, qui a pourtant été moins incriminée dans la période postcoloniale, qui est très liée à l'expansion coloniale. Je ne sais pas si on répond chacun ou je ne sais pas comment on veut. Sur la question, c'était plutôt adressé à... Non, sur l'anthropologie locale. Alors, l'anthropologie appliquée, je mentionnais tout à l'heure le fait que la sociologie a été utilisée beaucoup après les indépendances par les gouvernements qui sont nés après la colonisation pour, en fait, étudier des problèmes sociaux particulier et trouver des solutions. Donc c'est un peu l'idée de l'ingénierie des sciences sociales qui existait aussi en Europe, bien sûr. Donc je pense que l'anthropologie peut aussi être utilisée à cet escient. Et d'ailleurs, elle existe, ce qu'on appelle l'anthropologie appliquée, est largement appliquée. On peut prendre le cas de l'Égypte, où en fait le centre de recherche sociale, je ne me rappelle plus si je le cite correctement, à l'université américaine de Beyrouth, a en fait géré des grands projets, par exemple liés à la construction du barrage d'Aswan. Et il y a eu énormément de projets qui ont été menés par des équipes mixtes, en fait, avec beaucoup aussi d'anthropologues égyptiens qui sont formés dans ces équipes, parce qu'on voulait étudier qu'est-ce qui serait passé avec le déplacement des populations, avec la construction du barrage. Donc ça existe dans le monde arabe. C'est pas quelque chose qui n'a pas existé, et c'est quelque chose qui a une tradition aussi dans l'anthropologie d'autres régions du monde, y compris dans le nord global. Concernant vos questions, ben voilà, c'est clair que, comme vous le savez très bien, toute recherche, aujourd'hui comme autrefois, n'est jamais financée sinon pour des raisons qui sont souvent des raisons économiques, politiques, stratégiques. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Toute recherche qui est financée, il y a quelque chose derrière, et il y a des buts, prenons par exemple la constitution ce qu'on appelle les Area Studies aux États-Unis dans les années 50 et 60, qui ciblaient de manière interdisciplinaire certaines régions du monde qui étaient intéressantes pour les États-Unis pour différentes raisons. Voilà, donc il y a des financements qui commencent à arriver pour tout à coup, par exemple, étudier le monde arabe, certains sujets en particulier au sein du monde arabe. Donc malheureusement, ça c'est un problème, c'est une caractéristique générale qui existe encore aujourd'hui. Et donc tout savoir, il est lié au pouvoir. Et bon, ça, c'est pas moi qui le dis pour la première fois, malheureusement, mais je pense que c'est très difficile de séparer les deux. Alors, le lien peut être plus ou moins explicite, plus ou moins clair, évident, mais globalement, on ne finance pas des recherches qui sont juste comme ça pour le plaisir ou pour l'intérêt personnel des chercheurs. Okay. Je vais plus te regarder. Alors, sur ta question, je commence par ta question, Lamia. Je distingue entre deux casquettes, la casquette de l'anthropologue et la casquette de l'intellectuel. Je ne suis pas intellectuel au sens que je suis 24 sur 24 intellectuel, je parle aux radios, je parle à la télévision, je fais des interviews, etc. Mais de temps à autre, je nourris le débat public. De temps à autre, et je me définis en tant que tel, en tant qu'intellectuel qui se base sur son expérience anthropologique pour dire quelque chose, pour dire quelque chose sur ce que tu viens de dire. Chaque pays a son agenda. Personne n'invente l'agenda. L'agenda peut être local, peut être national, peut être international. Et donc, il est de mon devoir, j'appelle ça la responsabilité civique ou la responsabilité sociale, il est de mon devoir, tu n'es pas uniquement anthropologue, tu es citoyen marocain, tu es citoyen du monde, tu es arabe, tu es ceci, etc. Tu interviens. Et ça, il y a plusieurs podcasts, il y a plusieurs vidéos où j'interviens sur ces questions-là. Et je n'ai pas attendu pour le séisme, je n'ai pas attendu qu'on m'interroge.
Donc j'ai appelé l'équipe avec laquelle je travaille et je leur ai dit, bon, je dois parler parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi à la radio ou à la télévision. Le Haut Atlas, c'est connu, il y a beaucoup de vallées. Il y a des gens qui ne sont pas allés là-bas et qui commencent à donner des conseils. C'est des vallées. Les gens sont intelligents depuis les Almohades, sinon bien avant. Ils construisent loin des vallées, loin des rivières. Et puis vous allez trouver parfois un village qui est coupé en 3, 4 hameaux parce que le relief l'exige. Et puis vous avez quelqu'un qui va parler du groupement des maisons. Pourquoi? Pour faciliter l'assainissement, pour faciliter le truc, etc. etc. Et j'ai dit non, je ne peux pas rester silencieux. J'ai travaillé dans le Haut Atlas, j'ai produit 2 livres, j'ai produit des articles, j'ai fait de la consultation, je connais un peu le Haut Atlas, et donc j'ai fait les 2 et je les ai fait en arabe et en français. Comme ça, même les techniciens ne peuvent pas dire on ne comprend pas l'arabe. Et donc c'est tout simplement pour vous dire, voilà la logique des gens qui habitent dans le Haut Atlas. C'est 25 minutes où il n'y a que des petits principes, voilà les choses à ne pas commettre. Ça fait partie de ma responsabilité. Vous avez des connaissances, à un moment, ils sont pragmatiques. Il ne faut pas hésiter à les rendre pragmatiques. La connaissance, l'anthropologie n'a pas pour vocation d'être pragmatique, mais parfois, tu as parlé de l'anthropologie appliquée, oui, il faut y aller. Ça, c'est pour l'intellectuel. Je l'ai fait lors du printemps arabe. Je suis intervenu sur la mazérité, sur la sacralité royale, sur des questions qui étaient vives à l'époque. Mais j'en ai parlé, et c'est ça en instruisant un dossier. Pas en répétant des slogans. Je respecte les slogans, mais il y a d'autres acteurs qui le font bien mieux que moi, etc. Donc, je ne peux même pas crier. Et donc, deuxième aspect, je pense, c'est... tu as parlé de politique publique. Alors là également, ce n'est pas une décision personnelle. Ce n'est pas une décision personnelle. Il s'est trouvé que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à accumuler mon expérience à l'Institut, relativement connu, à l'Institut agronomique Hassan II, avec Paul Pascon, avec Abdallah Hamoudi. L'Institut agronomique travaille avec les paysans, il travaille sur des projets concrets pour les paysans et avec les paysans. Donc j'étais emballé sur les nomades, j'ai écrit un livre, je ne me suis pas contenté de la consultation, mais j'ai travaillé sur la migration féminine, toujours dans le cadre de la politique publique. Ce qu'il faudrait faire, je n'ai pas le temps de développer tout ça, ce qu'il faudrait faire, parce que vous avez parlé du pouvoir, il y a une éthique du chercheur, il y a une intelligence du chercheur, il y a un rapport de pouvoir avec le pouvoir qui fait que tu peux dire non. Et je l'ai dit pas mal de fois. J'ai travaillé avec des gens tout en disant, bon voilà, vous voulez une enquête sur les valeurs, vous êtes le pouvoir public, voilà les termes de référence, voilà etc. Mettons-nous d'accord avant de faire l'enquête. Ils n'ont pas touché un mot du rapport, pas une virgule. Donc ça dépend également des gens, ça dépend des chercheurs, ça dépend. Est-ce que tu veux être chercheur ou est-ce que tu veux autre chose? Donc si tu veux autre chose, c'est une chose, si tu ne veux pas être autre chose, c'est une autre chose. Deuxième élément, c'est anecdotique, mais c'est arrivé. Je ne te regarde plus. Non, c'est bon. Non, je plaisante. Je parle d'éthique, je suis respectueux des collègues et des... C'est anecdotique, une fois, avec un ministère que j'ai toujours évité. Un ministère que j'ai toujours évité, on m'a dit, bon, il y a une consultation, écoutez, bon, c'est très... Voilà, vous êtes mieux placé pour ça. J'ai fait la fine bouche 2 fois, 3 fois, et puis bon, j'ai reçu des téléphones de collègues que je respecte beaucoup. Et j'étais allé dans la réunion. On m'a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai commencé à dire, bon, voilà... la première démarche, la deuxième, maintenant je réfléchis à haute voix, on se met d'accord sur ça. Il y a un petit, parce qu'il y a toujours 3 ou 4 grands, il y a toujours un petit là qui saute. Là. Vous le connaissez. Vous avez toujours celui qui saute, qui veut faire le malin. Il m'a dit, non, monsieur Rachir, on ne veut pas de tout ça, on veut uniquement l'emballage scientifique. Je l'ai écrit dans le livre, je n'ai pas cité le ministère, je n'ai pas cité la personne.
Mais j'ai écrit dans Devenir anthropologue dans la partie de chercheur, donc de consultant, etc. Quel est le terrain du consultant? Position sociale, hein, le terrain du consultant, le terrain de l'anthropologue, etc., etc. Et donc, oui. Là, il y a 2 regards maintenant. Il y a 2 regards. Non, si j'ai terminé. Et donc, pour répondre à votre question, vous êtes un pouvoir. Je suis un pouvoir, monsieur. Je ne suis pas un chercheur contre un pouvoir, je suis le pouvoir contre un autre pouvoir. Et lui, il est politique, moi, j'ai d'autres fondements. Et donc, je parle avec eux comme ça. Et depuis que j'ai claqué la porte à l'âge de 28 ans, j'ai claqué la porte pour des raisons éthiques. Alors que je n'avais même pas d'expérience. Tu as 28 ans, tu es en train de faire des choses comme ça. Donc, il ne faudrait pas non plus, à chaque fois, soupçonner les chercheurs. Ah, il a fait ceci, peut-être qu'il derrière lui tel ministère ou derrière lui tel fonds, etc. Cette culture du soupçon, il faut la dépasser également. Je ne parle pas de vous. Je parle pas de vous. لقد نفذ منا الوقت. Nous n'avons plus le temps. Il ne nous reste plus de temps. Je vous remercie.